Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème Cyberattaque au cœur du réacteur. Le webinaire sera présenté par Jean-Marc Aubert, responsable pôle sécurité du SI du groupe AFNOR. La présentation durera une trentaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat conversation en bas de votre écran et je les formulerai à Jean-Marc à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Jean-Marc Aubert. Merci beaucoup, Nicolas. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Marc Aubert, je suis en charge de la sécurité du système d'information pour le groupe AFNOR. Je suis arrivé à l'AFNOR en octobre 2020 et donc, comme vous allez le voir, j'ai été plutôt bien accueilli. Alors, tout a commencé le 18 février 2021. Un SMS à Frédéric. Frédéric, c'est le DSI de l'AFNOR. Donc, un SMS des équipes techniques. Bonjour Frédéric. Un petit souci ce matin sur le réseau. Il y a des fichiers qui ont une extension RIC. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ce ne serait pas un ransomware? 10 minutes après, coup de fil de Frédéric qui m'appelle, qui me dit voilà, il semble qu'on soit attaqué, je rentre immédiatement. Alors, il faut savoir que Frédéric était en vacances à ce moment-là. Et donc, quand votre DSI vous dit qu'il rentre immédiatement de vacances, c'est qu'a priori, il se passe vraiment quelque chose de grave. 10 minutes plus tard, décision du COMEX d'arrêter complètement l'ensemble du système d'information et interdiction à tout le monde d'utiliser son matériel professionnel tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc là, on est vraiment revenu en mode papier-crayon. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Faut gérer la crise. On rappelle l'ensemble des collaborateurs DSI sur place. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, donc en février 2021, on est en plein Covid. Tout le monde enfin, la plupart des collaborateurs sont chez eux. Sauf qu'il faut gérer la crise et donc il est hors de question de faire ça à distance, surtout qu'on n'a pas le droit d'utiliser nos matériels professionnels, donc il faut se voir, il faut être sur place. On met en place une salle de gestion de crise. On définit un principe, enfin c'est pas qu'on le définit, c'est que ça s'impose à nous-mêmes, c'est-à-dire que la fonction prime sur le grade, c'est-à-dire que les gens qui gèrent la crise, c'est eux qui décident de ce qui se passe et qui donnent les instructions aux autres. Donc on oublie les grades, les chefs d'équipe et tout ça, on gère la crise avant tout. Donc on met en place une cellule de crise opérationnelle au niveau du DSI, donc une réunion de crise 3 fois par jour au début, 2 fois par jour, et puis petit à petit ça va s'alléger. On reporte au niveau du COMEX, donc on est deux en fait à gérer la crise, donc c'est Frédéric Lecomte, le DSI et moi-même. On reporte au COMEX 2 fois par jour, ce qui est beaucoup. Pendant un mois, week-end compris, évidemment. Ensuite, ça se tassera un petit peu, mais on sera quand même amené à aller les voir 1 fois par jour pour leur rendre compte. Donc, les premières actions, c'est immédiatement on met en place ces cellules de crise, une cellule décisionnelle, donc c'est le COMEX et moi-même, une cellule opérationnelle au niveau de la DSI, et ensuite chaque métier de l'AFNOR a mis en place sa cellule de crise en présentiel, malgré évidemment le contexte dont je parlais, le contexte du Covid. On fait immédiatement aussi les déclarations qui sont obligatoires, c'est-à-dire on contacte déjà l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est l'organisme étatique qui s'occupe de cyber. On contacte immédiatement, bien sûr, notre assureur. On fait une déclaration auprès de la Commission nationale d'informatique et liberté, qui est une déclaration préventive, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais néanmoins, quand il y a forte suspicion de fuite de données ou possibilité de fuite de données personnelles, on a 72 heures pour le déclarer à la clinique. Donc, on fait une déclaration préalable. On dépose une plainte au commissariat. On va au commissariat de quartier, on dépose une plainte. On sera amené aussi à aller voir un office, pour le coup, spécialisé en cybercriminalité 2 semaines plus tard. Donc, en fait, on se retrouve à être obligé de gérer une crise dans une crise. Avec le contexte de la pandémie. Alors, c'est un facteur évidemment aggravant parce qu'il faut alerter nos collaborateurs. On n'a plus de moyens de communication, donc il faut mettre en place des communications de contournement. On est obligé évidemment de faire très attention, de ne pas générer de cluster au niveau de nos réunions et des salles de crise. Il y a le moral des collaborateurs qui est évidemment déjà affecté, donc ça rajoute à ça. Après, c'est un facteur, alors facilitant, c'est un bien grand mot, mais un petit peu facilitant, étant donné que les gens ont déjà pris
un petit peu le pli du travail à distance, utiliser leurs accès à Internet personnel, etc. Donc, petit facteur facilitant. Alors, on a un léger déséquilibre du rapport de force, c'est-à-dire que voilà, on travaillait en binôme, donc le DSI, le RSSI, et on se retrouve face à un certain nombre de gens. En fait, on a toute l'entreprise qui se retourne vers vous. Le COMEX qui vous dit mais ça va durer combien de temps cette histoire? Bon, c'est l'affaire de quoi? 24 heures, 48 heures? Bon, en pratique, ça va durer des mois. Mais ils ne le savent pas encore, il va falloir qu'on leur explique. Vous avez toutes les directions des métiers qui vous disent mais comment est-ce qu'on va honorer nos engagements clients? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez la RH qui vous dit les collaborateurs, qu'est-ce qu'on en fait? Ils restent chez eux, ils viennent, on les met en chômage technique, qu'est-ce qu'on fait de nos collaborateurs? Vous avez le directeur financier qui vous dit mais comment on paye nos collaborateurs? On était le 18 février, fin du mois arrive assez vite. Comment on va faire pour les payer? La communication qui dit mais qu'est-ce qu'on dit aux collaborateurs? Qu'est-ce qu'on dit aux partenaires? Qu'est-ce qu'on affiche? Qu'est-ce qu'on dit aux clients? Et évidemment, les collaborateurs eux-mêmes qui viennent nous voir en disant mais et nous, comment on fait pour travailler quoi? Ils sont en attente. Donc en fait, on a un petit peu tout le monde qui se retourne vers nous et on doit gérer ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au final? Alors, je vous présente Ryuk. Ryuk, alors de ce que j'ai compris, c'est dans un manga qui s'appelle Death Note, c'est le dieu de la mort, c'est un des dieux de la mort, qui a pour principe de s'occuper de ceux dont le nom apparaît dans son petit cahier que vous voyez sur le dessin. Alors, on a eu exclusivement accès à son cahier, et donc on retrouve l'ensemble des structures dont il s'est occupé. On a Stropasteria qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Vous avez sans doute entendu parler dans les médias des hôpitaux, d'Aix, Villefranche-sur-Saône, et donc également dans son petit cahier, il y avait le groupe AFNOR, ce qui explique pourquoi on a été attaqué. Alors, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé. Euh, donc, la première enfin, le début de l'attaque, c'était le 16 février, en tout début de matinée, un mail qui est envoyé à un certain nombre de boîtes aux lettres de l'AFNO. Le lien a été activé, et donc à partir de là, l'attaquant a pu prendre la main sur la machine de la personne qui a cliqué sur le lien, et il a pu se propager à travers son accès VPN sur la DMZ, puis sur le réseau interne, et petit à petit, par reconnaissance, rebond, il a commencé à prendre la main sur un certain nombre de machines et de zones. Il a créé un tunnel directement vers son centre de commande, et il a fini par prendre la main sur le contrôleur de domaine. À partir de ce moment-là, il avait la main sur l'ensemble du système d'information. Donc, on est bien là sur une activité humaine. C'est bien quelqu'un qui était derrière son ordinateur. C'est pas juste un virus qui s'est propagé. C'est quelqu'un qui a pris le contrôle petit à petit du réseau. Et ensuite, il s'est mis à déployer le ransomware qui s'appelle Ryuk. Il l'a déployé une première fois. Le ransomware a été tué par l'antivirus, mais comme il avait la main sur le contrôleur de domaine, c'est lui, il a désactivé l'antivirus, il a redéployé. Tout ça, ça s'est passé assez vite. Ça s'est passé entre donc, le 16 février à 9 h et le 18 février à 5 h. C'est une attaque qui était extrêmement rapide. Les impacts, ça a été quoi? Sur le système d'information, c'était très clair. La très grande majorité des systèmes sous Windows étaient chiffrés, donc totalement inopérants. Par chance, la majorité de nos sauvegardes étaient intactes. Et les systèmes sous Linux ont été également sauvés. Alors, il faut savoir que ça, on ne le savait pas au départ. C'est-à-dire qu'on a vécu une quinzaine de jours sans savoir si l'étendue des dégâts et sans savoir si les systèmes sous Linux étaient viables. De même pour les sauvegardes, on n'avait aucune idée. Quand on est affecté par un ransomware, si les sauvegardes sont également affectées, là, on se retrouve dans une situation juste impossible, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment plus accès à rien. Donc on démarre de rien. Imaginez l'AFNOR sans ces normes, c'est juste impensable. Par bonheur, au bout de quelques semaines, on a réussi à établir que les sauvegardes étaient bien intactes et non infectées. N'empêche que pendant quelques semaines, il faut aller voir le COMEX et les faire patienter, ce qui n'est pas, pas vraiment simple.
il y a une certaine pression qui s'installe. Donc les impacts par le ransomware lui-même et puis par le fait que, comme je vous le disais au départ, on a arrêté le système d'information. C'est-à-dire que volontairement, on ne voulait pas que le ransomware continue à se propager et on voulait aussi protéger nos partenaires. Donc on a perdu tous nos moyens de communication, que ce soit la téléphonie parce qu'on est en téléphonie sur IP, la messagerie, les chats, les sites internet, donc toutes nos applications internes évidemment, nos données, rien n'était accessible. On a également interdit, comme je vous l'ai dit au départ, aux collaborateurs d'utiliser leur poste de travail, ne sachant pas au moment où on l'a appris quelle était l'étendue des dégâts. Donc interdiction d'utilisation et il a fallu analyser l'ensemble des postes de travail. Donc on a demandé à tous les collaborateurs, encore une fois qui étaient à distance, de revenir sur site, nous déposer leur poste. Donc ça a pris 2 à 4 semaines avec une organisation logistique assez importante. Il y a quand même 1000 postes de travail qu'il a fallu analyser un par un, donc avec toute la logistique de les faire revenir sur site, les analyser, les stocker, etc. Bonne nouvelle, on n'a eu aucun constat de fuite de données. Donc aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas eu de fuite de données due à l'attaque. On a surveillé le dark web et le mode opératoire de l'attaque montre vraiment qu'il n'y a pas eu de fuite de données. En général, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus long pour faire de l'extraction de données et ce n'était pas notre cas, heureusement. Voilà, donc le SI est arrêté et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est continuer à travailler, essayer de mettre en place une continuité d'activité. Voilà, donc dans les jours qu'on suivit, on a mis en place un certain nombre d'actions urgentes. On avait un système d'envoi de SMS en masse. Ça nous a permis de garder un premier niveau de contact avec les collaborateurs. Avec la crise Covid, on avait un site web qui était destiné à la communication de crise. Alors, notre DSI a eu une idée lumineuse, en tout cas, qui est très bien tombée, d'externaliser ce site en cas de problème. Et effectivement, il a été externalisé une semaine avant l'arrivée de Ryuk, donc ça nous a permis de rediriger nos collaborateurs dessus et de garder le contact. Voilà, on a mis en place un système de messagerie alternative, des routeurs sur le site pour pouvoir accéder à Internet, rerouter les téléphones sur un centre d'appel, un système de fichiers partagés, et à J+7, un nouvel AFNOR.org en mode dégradé, mais pour montrer qu'on était en train de revenir en ligne. Ce qui nous a sauvés, très clairement, c'est les téléphones portables. Parce qu'en fait, au moment où c'est arrivé, c'était un peu notre seul moyen de communication. En plus, ça permettait de faire les partages de connexion qui nous permettaient, sur nos équipements personnels, de pouvoir accéder à Internet. Et ensuite, les différentes équipes, aussi bien au niveau des cellules de crise que tout simplement les équipes AFNOR en général, tout le monde se retrouvait sur des groupes de discussion, essentiellement sur WhatsApp, il faut le dire. Alors la menace Shadow IT, alors en fait c'est le fait que y a beaucoup de choses qui de fait se sont retrouvées à l'extérieur de l'AFNOR, étant donné qu'on ne pouvait plus utiliser nos équipements professionnels, donc tout le monde est passé sur du personnel, tout le monde est passé sur du cloud, tout le monde est passé sur des outils qui sont non maîtrisés. Donc il y a eu aussi tout un travail à la fin de la crise de réintégration de ces éléments-là, parce que forcément, on a de la donnée qui sort de notre périmètre de maîtrise. Deuxième point, pour remédier le SI, il faut remettre en place de la sécurité. Et d'abord, il faut faire le diagnostic. Et ça, c'est crucial. Et je vous disais, on a mis 2 jours avant de, pardon, on a mis 2 semaines, 3 semaines avant de savoir ce qui avait été, si nos sauvegardes étaient live. Donc on avait besoin d'avoir vraiment une analyse complète de ce qui s'était passé pour identifier déjà le premier jour où quelqu'un est rentré, pour pouvoir ensuite repartir de nos sauvegardes à un point antérieur. Donc on a un besoin c'est vraiment le premier travail qui doit être fait par les équipes de forensique, c'est de connaître le schéma d'attaque complet avant de faire quoi que ce soit. Et c'est ça qui, malheureusement, il y a une durée quasiment incompressible avant de commencer à remonter des systèmes et d'avoir un diagnostic complet. Ensuite, sur la partie des contaminations, l'aspect crucial, c'est l'efficacité. Il faut pouvoir nettoyer les postes de travail, les serveurs, les messageries, les applications. Donc, on a été aidé par une société externe spécialisée. On était également en contact avec l'ANSSI. On a utilisé des outils de l'ANSSI pour décontaminer. Et
Ensuite, la remédiation du SI en tant que tel, il y a eu tout un travail de refonte de l'ensemble de l'architecture, de l'infrastructure, mettre en place plus de cloisonnement, resécuriser nos systèmes d'exploitation. Et ensuite, c'était le redémarrage progressif de tout notre SI. Alors, c'est pas juste appuyer sur un bouton pour redémarrer, parce que tous tous les éléments du SI interagissent entre eux. Les systèmes, les bases de données, les applications, voilà, il y a des flux inter-applications. Donc, tout ça doit être testé. Euh, il y a des restaurations, il y a certaines applications qui ont été restaurées, d'autres qui ont été redémarrées. Il y a des problèmes de synchronisation, parce qu'il y a des systèmes qui ont été restaurés, c'était X jours avant l'attaque. Je crois qu'on on a pris le parti de faire ça 48 heures avant. Donc 48 heures avant, jusqu'au jour où on les a redémarrés, il y a forcément des effets de bord sur l'aspect synchronisation. Donc, il y a tout un travail assez complexe pour redémarrer les SI et le rendre fonctionnel. Sur la partie communication, alors, au bout de 24 heures, il y a commencé à avoir des rumeurs sur les réseaux sociaux, vu que les sites de la FNOR étaient tombés. Les gens ont même commencé à parler de ransomware. Donc, on a voulu prendre une position officielle très rapide. En tout cas, le plus rapide possible, à partir du moment où on a eu une vision un peu plus précis sur ce qui nous était arrivé. Donc 72 heures après, on a pris une position officielle et totalement transparente en disant, voilà, effectivement, Ryuk nous a envoyé sur orbite. Alors c'était à l'époque où on parlait beaucoup du petit robot qui était sur Mars. Donc le community manager a pris un aspect un peu humoristique pour gérer ça, et ça s'est plutôt effectivement assez bien passé. Au niveau des salariés, c'est pareil. Être transparent et surtout communiquer. Alors, j'ai mis très, très régulièrement. En fait, on s'aperçoit qu'on communique jamais assez. On a toujours l'impression d'en faire assez, mais non. Voilà, quand vous avez 1000 salariés qui sont coupés de leur entreprise et qui n'ont pas de quoi travailler, voilà, faut communiquer vraiment le plus souvent. On les a intégrés dans les opérations, notamment les opérations de nettoyage des postes de travail dont je parlais tout à l'heure, avec toute la partie logistique. Euh, et puis assurer les salaires. Alors effectivement, c'est arrivé le 18 février. Malgré tout, on a quand même réussi à payer les salariés à la fin du mois. Euh, Lien avec les clients fournisseurs. Alors, l'objectif premier au moment où on a coupé le SI, c'était de protéger tout le monde. Et ensuite, il a fallu les informer. Donc, il y a eu un gros travail de toutes les équipes qui ont lien avec les clients et les fournisseurs de les appeler et de leur expliquer ce qui se passait. Et donc, on a été complètement transparent avec eux. Et puis de les rassurer en leur disant que voilà, ce qu'on était en train de remettre en place, notre système de messagerie alternatif était sécurisé, qu'on repartait vraiment de quelque chose de propre. Donc, moi j'ai eu énormément de responsables sécurité justement pour leur expliquer ça. Et dans leur très grande majorité, les clients ont été très bienveillants. Euh, Vraiment, c'était ok, on comprend, ça arrive à beaucoup de monde, il n'y a pas de souci, on est avec vous, il n'y a pas. Enfin, voilà, ils ont vraiment été bienveillants. En tout cas, ce qui a bien fonctionné pour nous en termes de communication, c'était le fait d'assumer et d'être humble, en disant, effectivement, on s'est fait, ce qu'on appelle dans le jargon, on s'est fait taper par un ransomware. Voilà, on va se relever, on est transparent et on explique ce qui s'est passé comme, voilà, je vous ai donné comme aujourd'hui le détail vraiment de ce qui s'est passé, il n'y a pas de honte. Et puis surtout, ça permet à tout le monde de progresser. Alors, un petit retour d'expérience sur ce qui nous a paru important pendant la gestion de la crise elle-même. Euh, un point, alors, je ne vais pas dire qu'on a sous-estimé, mais en tout cas, ça nous a frappé à quel point c'est crucial. C'est l'aspect humain. Il y a des enjeux qui étaient très, très forts. Donc, on a vécu des premiers jours vraiment de sidération. C'est-à-dire que ça vous tombe sur la tête, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Tout le monde on en parle régulièrement aux infos, mais là, ça vous est vraiment arrivé. Vous êtes devant une situation inédite. Vous avez plus de poste de travail. En fait, votre travail habituel s'arrête. On passe dans autre chose. Donc, sidération, il y a un élan de mobilisation très fort de la part de toutes les équipes internes. Et puis, petit à petit, s'installe la fatigue. Avec la fatigue, ensuite l'énervement. Voilà, c'est humain, mais c'est ce qu'on a vu. Travail le week-end, évidemment, pendant de nombreuses semaines. Beaucoup de gens, notamment au DSI,
mais pas uniquement, également au niveau des métiers qui ont été obligés de travailler pour pallier à l'absence d'outils, tout simplement. Euh, Beaucoup de pression, on est 24-24 dedans. Moi, j'en ai rêvé la nuit de Ryuk, très clairement. On pensait qu'à ça. Euh, un point intéressant, c'est que les personnalités se révèlent. Il y a, même parmi des gens, des managers, des cadres, il y a des gens qui se retrouvent complètement paralysés et qui ne trouvent pas leur place une organisation de crise. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens qui sont plutôt effacés, qui au contraire vont prendre beaucoup d'initiatives et vont être très utiles. Donc, je refais un lien par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la fonction qui prime sur le grade. C'est-à-dire que là, vraiment, on est en mode, on doit être hyper efficace avant tout. Enjeu important de maintenir le moral des équipes. Ça a quand même duré longtemps. Dans notre cas, il y avait quand même 3 mois de crise, en plus du contexte Covid. Donc, il y avait un enjeu fort pour les managers, un enjeu RH, pour garder les équipes motivées pour, pour lutter contre ça et remettre en fonction le SI. Certains collaborateurs se sont sentis, ils nous le disaient ou on l'a su après coup, il y avait un sentiment parfois d'abandon et c'est pour ça que j'insistais sur la partie communication et implication des collaborateurs. C'est très important de communiquer un maximum. Ensuite, après coup, très important de marquer la reconnaissance auprès de tous ceux qui sont impliqués dans la gestion de la crise. Euh, voilà, au niveau RH, alors que ce soit une reconnaissance financière ou même juste managériale, en tout cas, c'est important de marquer le coup. Le lien avec la DG, alors le support DG est vraiment primordial. C'est-à-dire que le COMEX, voilà, nous, on allait voir le COMEX pour leur expliquer ça. Heureusement, on avait besoin du support DG pour ne serait-ce que responsabiliser le COMEX au moment, par exemple, de la remontée des applications. Voilà, chaque métier de la FNOR, évidemment, voulait redémarrer le plus vite possible son activité. Il fallait prioriser tout ça, donc il fallait décider. Évidemment, ce n'est pas à la décider. Donc, c'est quelque chose qui nous a été validé, transmis en COMEX et que nous, on mettait en application derrière. Et donc, parallèlement, c'est assez difficile après de gérer les passes droits parce que forcément, il y a beaucoup de liens humains. On n'est quand même pas une boîte de 50 000 personnes, donc on connaît les gens du COMEX. Donc, quand ils viennent nous dire, là, il y a mon application, ce serait pas mal que tu la redémarres, ça va pas prendre longtemps, etc. Donc, il y a une gestion qui n'est pas forcément facile. Il y a un effet intéressant aussi, c'est l'effet anniversaire. Alors, les 2 premières fois, on s'est fait avoir et après, on a réussi à l'anticiper. Au bout de 3-4 jours, le DG nous a demandé qu'après une semaine, on soit à nouveau en ligne sur Internet. Donc effectivement, on s'est rajouté la charge de se dire il faut absolument qu'on puisse remonter à hafnor.org au bout de 7 jours. Une semaine avant le premier mois anniversaire, si j'ose dire, de l'attaque, il fallait que le réseau soit remonté. Donc pareil, on se rajoute la charge de faire ça. Mais au niveau communication interne, externe, c'est vrai que c'est important. Et la troisième fois, on l'a anticipé, on s'est dit forcément, à 3 mois, on va devoir faire quelque chose. Et effectivement, ça n'a pas raté, il fallait remonter le réseau interne. Voilà, c'est aussi une façon de garder un petit peu cette dynamique. Mais c'est l'aspect effet anniversaire, on a trouvé ça assez intéressant. Enfin, il y a l'aspect gestionnaire de crise. Donc là, comme je vous disais, on était 2 à gérer la crise. Donc j'ai fait ça avec le DSI. Alors les rôles, ils sont très larges. Alors pour ma part, j'avais jamais fait ça. C'est la première fois que j'ai essayé ça et je pense que Frédéric Lecomte, c'était la même chose. Donc c'est du rôle de management, de coordination, de pilotage, d'animation. Je vous dis mobiliser, expliquer, traduire. Il faut traduire ce que les experts techniques nous disent auprès des collaborateurs, auprès du COMEX. Il faut synthétiser, il faut expliquer, il faut redescendre ce que nous dit le COMEX, il faut orienter les gens. Enfin, vraiment, c'est un rôle multi-casquette. C'est un rôle de tampon, c'est-à-dire qu'on prenait évidemment énormément de pression au niveau du COMEX, et l'enjeu, c'était surtout de ne pas la retransmettre aux équipes, et en particulier aux équipes techniques. Elles ont déjà pris l'attaque de plein fouet. C'est-à-dire quand vous gérez un réseau et des systèmes et que le système se fait trouer, la dernière chose dont ils ont besoin, c'est qu'on leur remette de la culpabilité ou qu'on leur remette de la pression
en disant vite, vite, il faut que ça redémarre, vite, on y va, vite, on est en train de perdre de l'argent, etc. Beaucoup de pression, beaucoup de fatigue. L'équipe qui est intervenue au niveau du forensique et de la gestion de crise, donc un partenaire externe, avait mis l'accent dessus en disant attention, la pression, la fatigue pour le gestionnaire de crise est très, très importante. Donc, ménagez-vous. De la même façon, le temps est très, très précieux. C'est-à-dire, on passait vraiment notre temps, quasiment, je sais pas, 70% de notre temps en réunion, soit à gérer la crise en interne au niveau du DSI, soit à les reporter. Donc c'est important de s'entourer le plus possible et de déléguer un maximum. On a pris un des collaborateurs pour faire uniquement du PMO au moment de la remédiation, donc de la gestion de projet, et un collaborateur une collaboratrice en l'occurrence, qui assistait à toutes nos réunions juste pour faire du retour d'expérience. Pour vous dire, le rapport de retour d'expérience fait 60 pages aujourd'hui. Ensuite, à savoir, pendant la phase de crise, on n'a pas le temps, pas d'énergie à perdre. On s'appuie sur les personnes efficaces. Celles qui ne sont pas efficaces, elles sortent du dispositif. On n'a vraiment pas le temps de faire autre chose. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, on était deux et c'était vraiment une bonne idée. On s'est retrouvé à faire ça, mais en fait, on ne peut pas être à 100% tout le temps. Donc, le fait de pouvoir se relayer l'un l'autre, c'était vraiment quelque chose de très, très positif et c'est quelque chose que je conseillerais si, pour tous ceux qui auraient des crises aussi importantes et des crises au long cours à gérer comme ça. Des atouts qui ont été très précieux. Alors, je ne serais pas un AFNORien si je ne vous parlais pas de la norme, un bon AFNORien si je ne vous parlais pas de la norme ISO 27001. Effectivement, on avait engagé une démarche de mise en conformité avec la norme. Et alors, ça tombe bien, le premier risque majeur que l'analyse de risque avait mis en lumière, c'était l'infection par un ransomware. Comme quoi, ça avait plutôt été bien, le travail avait été bien fait. Ça nous a aussi conduit à prendre une assurance en cybersécurité, souscrite un an avant l'attaque. Donc, grand bien nous a fait là-dessus. L'externalisation, je vous en ai parlé, des moyens de communication avec les collaborateurs. Et en fait, on avait, par cette conformité, enfin cette démarche ISO 27001, il y avait énormément d'actions qui avaient déjà été engagées ou identifiées, en fait, qui ont facilité la remédiation, parce évidemment, on a remonté nos systèmes qu'à partir du moment où ils étaient sécurisés. On ne pouvait pas se permettre de se prendre une deuxième vague. Donc, il fallait absolument partir de quelque chose de propre. Et en fait, il y avait beaucoup de projets qui étaient déjà en cours, donc ça nous a aidé à aller plus vite. Et on avait un contrat d'assistance avec une équipe de réaction sur incident qui nous a fourni les experts en forensique qui étaient absolument nécessaires pour la fameuse phase, notamment d'analyse de tout ce qui est passé, et ensuite qui nous a aidés pour la remédiation. Une conclusion aussi en termes de retour d'expérience, c'est que la crise est toujours plus rude que ce à quoi on s'attend. C'est plus long et c'est beaucoup plus rude. C'est vraiment quelque chose qui vous tombe sur la tête et surtout quand vous avez jamais géré, c'est une expérience intéressante. On la souhaite à personne, mais en tout cas, elle est très très riche d'enseignements. Voilà, j'ai fini cette petite présentation. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Nicolas, Merci beaucoup Jean-Marc effectivement pour cette présentation très 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 riche et utile car on n'est jamais assez informé. J'ajoute juste effectivement qu'en tant qu'AFNORien également, mais pas du côté les mains dans le cambouis, c'est aussi un choc. Et Jean-Marc en a parlé, c'est une sidération du jour au lendemain, tout s'arrête effectivement. On n'a plus d'outils, on n'a plus rien et on est vraiment désemparé et c'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne. Voilà. Alors, on a reçu effectivement beaucoup de questions. On s'y attendait un petit peu vu l'intérêt du sujet. Alors, j'enchaîne tout de suite. Alors, avant le piratage, le risque était-il identifié au niveau de l'AFNOR? Jusqu'à quel point? Alors oui, en fait, c'est ce que je disais, j'y ai répondu sur la slide d'avant, c'est-à-dire que dans notre analyse de risque, c'était effectivement le premier risque qui ressortait. Tout à fait.
Et il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été mises en place et qui nous ont permis de limiter les conséquences du risque. Je prends l'exemple, c'est l'assurance, typiquement, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis il y en a d'autres qui étaient prévus. Un plan de traitement de risque, ça s'étale sur 2-3 ans. Donc tout n'était pas en place au moment, et la preuve, c'est qu'ils ont quand même réussi à rentrer. Mais oui, c'était clairement identifié. Alors, deuxième question. Le contenu du mail aurait-il pu être identifié comme à risque par vos collaborateurs Oui, en termes de typologie? oui, absolument. Et c'est la preuve que euh, c'est important de faire de la sensibilisation, mais que de toute façon, il y a toujours des trous dans la raquette. Et donc, c'est important de mettre en place des mesures de sécurité qui s'additionnent les unes les autres et qui s'accumulent. Le mail, quand on le regarde avec un œil un tout petit peu suspicieux, il est presque évident. Enfin, moi, je dis ça de mon point de vue, mais c'est vrai que le mail, il est écrit en anglais. En fait, je l'ai beaucoup utilisé, ce mail, en sensibilisation interne après l'attaque pour montrer les points d'attention au moment d'ouvrir, justement, ou d'ouvrir un mail. Et c'est vrai qu'on voit, il y a beaucoup d'indices dans le mail en question qui peuvent lever une petite alerte dans la tête en disant ouh, ce mail-là, il est bizarre. Donc, effectivement, ce mail-là avait beaucoup d'indices euh, d'un mail suspicieux. Alors, une autre question. Alors, question naïve de ma part. Donc, il n'y a pas de question naïve, hein, surtout sur ce sujet. Quels étaient les types de sauvegarde uniquement en mode cloud, également sur les disques durs externes non accessibles en ligne? Alors, ni l'un ni l'autre. C'était des sauvegardes internes, mais le mode alors s'il y a des techniciens, c'est le système de sauvegarde, ça s'appelle Vim. Mais l'attaquant n'a pas réussi à aller jusqu'aux sauvegardes. C'est c'est pas juste des sauvegardes qui sont stockées sur un partage. Il y a un certain nombre de relais intermédiaires et l'attaquant n'a pas été jusque-là, ce qui a fait que nos sauvegardes étaient intactes. Il aurait pu, s'il avait eu plus de temps, si voilà. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on a des sauvegardes externes déconnectées, ce qui est la seule façon absolue de se protéger contre un ransomware. Dès lors que son sauvegarde n'est pas infecté, évidemment, au moment où on le sauvegarde. Encore une fois, d'où l'importance de la partie analyse pour connaître le T0 certain du moment où les attaquants sont rentrés. Mais à partir du moment où on a des sauvegardes externes, bah, vous vous mettez à T-1, vous êtes tranquille. Alors, une question sans doute qui brûle les lèvres de tout le monde. Y a-t-il eu une demande de rançon? Combien avez-vous payé? Enfin, combien? Point d'interrogation. Avez-vous payé? Point d'interrogation. Combien tout cela a-t-il coûté à la FNOR en perte de temps, de clients, etc. Alors, une question vaste, mais je Vaste, pense qui mais intéresse tout le monde. ouais, qui intéresse tout le monde et qui est évidemment, et c'est la première que je Voilà. poserai à votre place, évidemment. Alors, oui, il y a une demande de rançon. La demande de rançon, elle prend la forme en fait d'un fichier qui est déposé à côté des fichiers qui sont chiffrés et qui contient un lien vers le dark web. Euh, Comme je vous le disais, pendant 2-3 semaines, on ne savait pas si nos sauvegardes étaient intactes. Et donc, on ne s'est pas posé la question pendant cette période-là de est-ce qu'on paye ou pas, ne sachant pas si nos sauvegardes étaient intactes. On s'est aperçu au bout de 3 semaines qu'elles l'étaient. Donc, on n'a pas activé ce lien avant de le savoir, et à partir du moment où on a su que les sauvegardes étaient intactes, nous n'avons pas activé le lien. Pourquoi ne pas avoir activé le lien, même au départ, ne serait-ce que par curiosité? Je peux vous dire qu'on était tous curieux de savoir combien on allait nous demander. Il y a un côté. Alors, qu'est-ce que. Enfin, voilà. Euh, mais on ne l'a pas activé parce que quand on active le lien, en fait, on se signale auprès du hacker en lui disant bah, on est prêt à écouter ce que vous avez à nous dire. Et en général, quand ils font les demandes de rançon, ils disent bah, voilà, ça va vous coûter tant de bitcoin. En général, c'est en bitcoin. Et si vous ne nous payez pas en 48 heures, bah, ça va doubler. Et on savait qu'on avait besoin de temps avant
de se prononcer, ne serait-ce que pour savoir si, encore une fois, nos sauvegardes étaient intactes. Donc, on ne voulait surtout pas démarrer le chronomètre. Donc, on n'a pas activé et donc on ne sait pas quel était, et je suis désolé de vous décevoir, je ne sais pas, je ne connais pas le montant de la rançon. Et je vais même vous dire quelque chose, les pirates non plus ne le connaissent pas. Personne ne le connaît. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait maintenant qu'on a été pris dans une vague très large justement de mails, de phishing, et en fait, on n'a pas été ciblé en tant que tel. Euh, et donc, n'étant pas ciblés, les pirates, eux, bah, ils vont pas estimer les montants pour toutes les entreprises du monde. Donc, ils attendent de savoir quelle entreprise va être touchée. Après, ils font une petite analyse, ils font un business model, ils regardent combien il est pertinent de demander à l'entreprise compte tenu de son chiffre d'affaires, etc. Et après, ils établissent un montant, tout simplement. Donc, non, on ne sait pas et on ne saura jamais. Je C'est suis désolé. ouais, c'est très, Ouais. très important ce que tu viens de préciser, effectivement, le process de ne pas activer les liens, etc. Euh, Et donc, la fin de la question, c'est combien tout cela a-t-il coûté à la c'est FNOR? Alors, euh, le je peux, montant de la non-qualité, je de vais, perte de temps alors client. j'ai une idée. Bon, je vais pas vous donner de chiffres. La perte de temps, la crise a duré 3 mois. On a commencé à remonter le système d'information au bout d'un mois. Donc, en gros, on a perdu d'activité. En tout cas, il y a un mois pendant lesquels on n'avait plus les mains sur le clavier. Alors, évidemment, les gens trouvaient des moyens, j'en ai parlé tout à l'heure, sur la continuité d'activité, mais on était évidemment en mode très, très, très dégradé. Et puis, petit à petit, c'est revenu. Euh, donc, évidemment, l'impact a été fort sur le moral. On est tous marqués, hein, très clairement, par cette attaque. Tout le monde en parle encore. Et puis, maintenant, c'est dans notre. Je ne sais pas si vous parlez d'inconscient collectif, mais tout le monde l'a en tête, ce qui nous est arrivé. Et tout le monde est d'accord pour dire c'est plus possible, on ne peut pas revivre ça. Je confirme. En termes. en- Je Ouais. confirme. Oui, moi aussi. Après, si ça arrive, je ne sais pas si je serai encore là pour en parler, compte tenu de l'intitulé de mon poste, mais bon. Ensuite, en termes de clients, je veux dire, les clients ont été vraiment bienveillants. Ils ont vraiment compris ce qui se passait. Et je pense après que la médiatisation de ce type d'attaque aide aussi pour montrer que ça arrive vraiment à tout le monde. C'est arrivé y compris à des spécialistes en sécurité, c'est arrivé à des grandes entreprises. Donc, c'est pas honteux de se faire avoir. Et pour le coup, on s'est fait avoir par un clic. Ça fait 20 ans que je fais de la cybersécurité. J'ai toujours expliqué à tous mes clients qu'il suffit d'un clic, etc. Mais ça restait quelque chose d'hyper théorique. Là, on l'a vécu. C'est un clic d'un utilisateur et bam, ça a tout mis à plat. Mm. Donc c'est assez édifiant, mais voilà. Ça arrive effectivement à tout le monde. Mais les clients étaient bienveillants et donc voilà, l'impact c'est vraiment pas trop senti au niveau du client. Mais la perte de temps, oui, évidemment. Mm. Évidemment. Alors, une autre question. Est-ce que les mêmes pirates qui ont échoué ici peuvent chercher à relancer une attaque de niveau supérieur? Ah, de niveau supérieur, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est quoi une attaque de niveau supérieur par rapport à un ransomware? On est quand même pas mal. Euh, évidemment, alors, ils peuvent réessayer. Je crois qu'il y a très peu de cas, mais c'est arrivé, où des entreprises se sont fait avoir 2 fois. Et comme je vous dis, pour le coup, 2 fois, c'est trop, quoi. Là, vraiment, si on avait repris une attaque dans les 2, 3 mois, je ne sais pas si on se serait relevé. Euh, Parce que là, pour le coup, à nouveau, on s'arrête de travailler, à nouveau, impact au niveau client, etc. Enfin, ça aurait vraiment été beaucoup, chiffre d'affaires, etc. Euh, une attaque de niveau supérieur, je ne sais pas trop ce que c'est. Il faut quand même, On va dire c'était quand une même. nouvelle attaque, on va dire une nouvelle Ouais, attaque, parce que c'est vrai que c'était déjà c'était. corsé. Non, c'était déjà corsé. Bon, les mecs étaient quand même d'un très bon niveau. Euh, mais en fait, avec les équipes de réaction sur incident, donc le prestataire externe qui est venu, on a justement mis en place
tout de suite des choses pour éviter une deuxième attaque. On a mis en place des systèmes de surveillance, on a tout de suite, et tout ce qu'on a remonté, c'est ce que je vous disais aussi pendant la présentation, on a remonté que les choses qu'on savait saines et surtout avec une infrastructure qui était complètement revue et qui était beaucoup plus robuste et beaucoup plus protégée. Donc la même attaque ne pouvait pas se reproduire. Donc effectivement, ils auraient eu besoin de faire une attaque de niveau supérieur, mais là, ça aurait, enfin, déjà, on aurait pu se défendre. Mm. Euh, et, euh, et ça aurait nécessité, je pense, beaucoup plus de moyens et de niveau technique. On n'était plus du tout dans le mode de fonctionnement de cette attaque-là, qui était, encore une fois, qui était une attaque très générale vers plein d'entreprises, donc large et non ciblée. Mm. Alors, on enchaîne avec d'autres questions parce que le temps court, mais le sujet est tellement passionnant. L'assurance cybersécurité intervient à quel niveau? A-t-elle été efficace? Alors, c'est en cours. Elle intervient à quel niveau? Alors, bah, tout dépend du contrat que vous avez passé, mais elle va intervenir sur les coûts, alors beaucoup sur les coûts informatiques, les coûts de traitement de la crise, d'urgence, d'assistance. Elle va intervenir aussi sur les pertes d'exploitation. Euh, mais tout ça, c'est un gros travail qu'on a fait à, à l'AFNOR avec des experts qui nous assistent, des experts côté assurance. Il y a beaucoup de discussions sur les chiffres, sur le fait que enfin, chaque ligne de dépense est scrutée, analysée euh, pour savoir si ça rentre ou pas dans les cases de l'assurance. Comme toute assurance, Mm. évidemment, au départ, vous, vous êtes vous dites que vous allez vous faire rembourser tout, et puis à la fin, elle fait ce qu'elle peut pour rembourser le moins possible. Mm. C'est toujours comme ça. Donc, c'est encore en cours, il y a encore des discussions en cours, mais effectivement, on est quand même content d'avoir cette assurance, d'avoir pris cette assurance pour nous, pour nous aider à sortir la tête de l'eau, parce que mine de rien, le coût est quand même important. Je vais le qualifier d'important. C'est ça. Sans rentrer dans Alors, le détail, mais c'est loin d'être négligeable. alors, je vais passer encore quelques petites questions. Réalisez-vous des campagnes de phishing? Absolument. Il y en a qui ont été faites avant mon arrivée. Euh, il y en a qui vont être faites bientôt. Donc oui, oui, ça en fait partie. Ça fait partie de la communication, ça fait partie de la sensibilisation. Mais encore une fois, ça ne garantira jamais que quelqu'un ne clique pas. Par contre, ça éveille un peu plus les consciences. Il y a des gens qui, même depuis en fait la cyberattaque, alors je reçois beaucoup plus les gens m'envoient leur mail en me disant j'ai un doute, je sais pas, etc. Donc tant mieux, ça veut dire que les gens y pensent. Et il y a même des gens qui entre guillemets alors, se dénoncent. Très bien, enfin c'est pas une question de se dénoncer, c'est juste qu'ils disent ah, zut j'ai cliqué, j'aurais pas dû, oh là là. Et quand je vous disais que maintenant ça fait partie de nous, de notre expérience, de notre inconscient, je pense que ça joue aussi là-dessus, c'est-à-dire que les gens savent qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû, et donc ils disent ah, genre je veux pas que ça arrive encore, j'ai cliqué, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc ils nous préviennent. Donc il y a un cercle vertueux là-dedans, euh, et on est beaucoup plus sensibilisé au phishing. Mais encore une fois, bah, c'est encore arrivé il y a 2 jours, une personne qui a ouvert une pièce jointe, qui a vu un truc s'afficher, qui a dit oh là là, zut, qu'est-ce que j'ai fait, et qui nous a appelé. Donc ça arrive, et ça arrivera toujours. Maintenant, notre boulot par la communication et le phishing, c'est de faire en sorte que ça arrive le moins souvent. Oui, je confirme encore, hein, c'est traumatisant maintenant de cliquer sur un mail qui nous paraît un petit peu suspect. C'est vrai qu'on culpabilise très vite en fait. Je vais passer une dernière question. Quel conseil prioritaire donneriez-vous à une petite PME qui n'a pas de DSI, voire même une TPE? Sauvegarde. La protection ultime. C'est les briques de base. Euh, alors, si vous avez. Il y a 2 choses.
Soit c'est une toute petite PME, c'est-à-dire vous avez juste des ordis, vous n'avez pas de structure, vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de serveur. Donc là, c'est antivirus, firewall sur le poste de travail, tout à jour, les mises à jour tout le temps. Et l'équivalent de la sensibilisation, vous êtes peu nombreux, faites attention, regardez, allez voir les recommandations sur cybermalveillance.gouv.fr. C'est plus orienté utilisateur que entreprise. Voilà, il y a des conseils, des choses comme ça vous aidera. Et surtout, faites des sauvegardes. Déjà, si vous faites ça, vous êtes vraiment pas mal pour une toute petite boîte. Si vous êtes un petit peu plus gros et que vous avez des serveurs, des trucs, mettez alors un firewall. euh, et pareil, faites attention aux mises à jour sur vos serveurs, sur vos applications. En plus, évidemment, de vos postes de travail. Les mises à jour, c'est super important. Et l'antivirus, c'est évident. Alors, bon, bah, merci beaucoup Jean-Marc pour ces réponses précises, pour ce retour d'expérience ultra précieux. Malheureusement, donc le temps qui nous est imparti est déjà écoulé. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, on serait bien effectivement resté ensemble pour continuer à échanger, mais donc le webinaire, rassurez-vous, a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion sur Parcours Croisé afin d'interagir avec vos pairs et retrouver les nombreux articles déjà publiés par nos auteurs. N'hésitez pas à liker, commenter afin d'enrichir les débats. Euh, je remercie effectivement encore Jean-Marc pour sa présentation et je vous remercie d'avoir été très nombreux à la suivre ainsi que pour toutes vos questions. Voilà. Je vous souhaite maintenant à très bientôt. N'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Merci beaucoup à tous. Merci Nicolas.